si je suis fusionnelle avec mon partenaire, ça veut donc dire que mon partenaire est en train de venir, malgré lui, possiblement dans une réparation, voire même dans un sauvetage de quelque chose que je n'ai pas besoin de traverser. Mais du coup, quiz de ma propre responsabilité et quiz du chemin. Moi, je pense qu'on est sur Terre pour vivre quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre avec soi pour mieux se rencontrer avec l'autre. Et l'amour est le premier support. Voilà, ce serait ma définition. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité aujourd'hui, docteur en sociologie, en psychologie sociale, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et surtout, il y a un titre que j'aime beaucoup, qui est thérapeute du lien. Tiens, ça c'est original, elle s'appelle Céline Bersion, elle est installée sur les canapés. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Le orange de votre pull est assorti au orange des coussins. Entre autres. Merci d'être avec nous. Merci. On va parler évidemment de votre accompagnement, de votre expertise. C'est original ça, thérapeute du lien. Oui. Vous le dites quand on vous demande quelle est votre profession ? Non, c'est un titre qui est tellement peu utilisé. C'est vrai, c'est pour ça que je vous dis qu'il est original. Mais avec la pratique, c'est comme ça que j'ai envie de me définir, ou pas me définir, en tout cas, définir la façon approche. Dont je travaille, exactement. Ouais. Mais thérapeute du lien, tous les thérapeutes font du lien. Oui, et pourtant, qu'est-ce qu'on y met dans la question du lien ? Aujourd'hui, c'est tellement important. Aujourd'hui, tout le monde mise sur le lien et finalement, on passe beaucoup à côté du lien. Et ça a été aussi la réponse post-Covid. C'est-à-dire le fait de vouloir renouer, recréer du lien. Je crois qu'il était déjà à l'œuvre, ou en tout cas que cette intention-là était déjà à l'œuvre, en tout cas par rapport au couple, si c'est à cet endroit-là dont on parle. C'était déjà à l'œuvre. Quand on regarde combien de personnes songent à se marier, à réaliser un beau couple, en tout cas être heureux, vivre un amour romantique au sens large. Je crois que la question du lien, elle est en soubassement. Donc je crois que ça ne date pas que du Covid. Le Covid a révélé quelque chose qui était peut-être en train de se métamorphoser, de passer un peu sous silence, d'être dans une forme de fatalité. C'est comme ça, on a une chance sur deux de divorcer en milieu urbain, c'est pas rien. Et le Covid est venu rebattre un peu les cartes, sachant quand même que le taux de violence dans les couples, en période de confinement, a explosé. Explosé, bien sûr. Et que le taux de séparation a aussi explosé. Donc, entendre des messages d'amour, de l'au-delà, c'est toujours une chance, un privilège. Et j'avais aussi ce prénom de Thérèse avec cette dame. Est-ce que ça peut parler ? Ah oui, Thérèse, oui, ça me parle. Il y a une autre dame, Marie ou Marguerite, un truc comme ça de l'autre côté. Oui. Et il t'aime tant que j'en ai des frissons des jambes jusqu'ici. Il y a quelque chose par rapport au septembre 21, 22 septembre même. Alors, 22 septembre, c'était les obsèques d'une personne très chère dans notre famille également. Et ça, Dans un accident de la route. Oui, voilà. Ça. Et elle le confirme là. Je veux juste lui dire que tout va bien pour lui. En tout cas, regarde, dans l'au-delà, il est festif, Bernard. En plus, il me fait des blagues. Bernard, le sauciflard et tout ça, il m'a fait des... Il faut vous relier à la nature, Anne. Il y a quelque chose avec la nature, il faut marcher dans la nature. Forêt et tout ça. C'était quelqu'un qui allait beaucoup en forêt. Il utilise le symbole de l'arbre. Vous n'avez pas ça chez vous ? Alors, accroché. Je vais vous faire plaisir. Hier, c'était mon anniversaire et mon mari m'a Symbole de l'arbre. offert un sol pleureur qu'il a fait planter dans notre jardin. En tout cas, il est bien arrivé et il y a une chose qui est importante. Il me fait comprendre que c'est pas dans
la durée de lien, mais en tout cas, il vous protège de là-haut. On est parti à Montréal, mais aussi pour fuir ou pour de la distance. Mais on reviendra aux sources. C'est ce que j'ai entendu. Mais clairement, c'est exactement ça. Je suis partie pour me réparer, mais là, j'ai un retour imminent. Ouais, ben, c'est pour ça. Aujourd'hui, elle veut me dire qu'elle est devenue en fait une nourrice de l'au-delà. Elle me dit qu'elle a trouvé sa place dans l'au-delà. Elle me parle... Elle était nounou. Tout concorde avec ce que vous disiez, et notamment sur les perceptions. Alors... Malheur à ceux qui n'auront aimé que des apparences, des physiques, des images. La mort leur ôtera tout. Tâchez d'aimer les âmes, vous les retrouverez. Alors c'est intéressant qu'on enregistre, on va parler bien sûr du couple, on va parler de votre approche thérapeutique, notamment avec les personnes qui partagent votre vie, c'est intéressant, mais à l'heure où on enregistre cette émission, il y a des sondages qui sont tombés sur les Français et la natalité en France. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, en tout cas les chiffres ne sont pas bons du tout en France. Ça veut donc dire qu'il y a quoi ? Il y a moins en moins de couples, ou en tout cas ces couples n'ont pas nécessairement l'intention d'avoir des enfants. Comment est-ce que vous, en tant que thérapeute du lien, pour le coup, vous pouvez avoir un regard là-dessus ? Alors, il y a plusieurs choses, Marc, dans votre question, me semble-t-il. La première chose, c'est des couples qui sont en âge de procréer. Donc, on met de côté tous ceux qui ont déjà procréé et qui sont plus en âge de procréer, post-quarantaine, on va dire ça comme ça. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, vous parlez des chiffres où le taux de natalité est inférieur au taux de mortalité en France, absolument, c'est ça ? Okay. Alors, les chiffres, ou en tout cas les explications liées à ce chiffre, couramment avancées, c'est que économiquement parlant, un enfant coûte cher, etc. Bon, si on voit un peu plus large, on peut mettre d'autres hypothèses, et je vais y répondre à votre question après. C'est quand on vous dit que l'écologie, il n'y a rien qui va, le vivant est en train de s'effondrer, ce qui n'est pas non plus une paille, 80 et quelques millions d'oiseaux en moins de 20 ans. Bon, il y a pas grand-chose qui est quand même une source d'espoir. Il y a quand même plus de désespoir que d'espoir dans ce monde et dans les relais d'information que l'on peut trouver sur la toile, à la télé, etc. Et puis, il y a aussi une autre hypothèse qu'on pourrait avancer concernant cette approche-là. Les nouveaux couples ou les jeunes couples ne veulent pas d'enfants, les jeunes couples de jeunes ne veulent pas d'enfants. Je ne crois pas que ça remette en question la question du lien. Je crois que ça remet en question qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en lien de ce lien-là. Est-ce qu'on reste en lien pour faire couple conjugal ou est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on fait couple familial à partir du moment où on est en couple conjugal. Mais c'est une vraie question parce que il y a encore une vingtaine d'années, peut-être pas une vingtaine d'années, ça fait 2 générations, mais il y a encore une quarantaine d'années, on se mettait en couple principalement pour faire une famille. Exactement. La question de l'amour, la question de comment on fait tenir ce lien amoureux, elle était relativement peu à l'œuvre. Puis alors, on ne parle pas évidemment de la génération de nos arrière-grands-parents, où c'était plus... Enfin, on n'était plus du tout sur ce modèle-là. En tant que docteur en sociologie, en tout cas, ce sont des questions que vous pouvez vous poser, pour le coup, quand on parle de lien, quand on parle de couple, quand on parle de famille, quand on parle de sexualité. Ça, c'est pour ça que quand je tombe sur ce sondage aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant de voir quel est votre point de vue, justement, là-dessus. Thérapeute du lien, quelle est votre définition ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un peu atypique dans ma propre histoire, dans mon propre parcours professionnel, personnel. Parce que vous venez des RH, je crois. Alors, des ressources humaines, en tout cas. Vous avez travaillé dans les ressources humaines ? Ouais, j'ai été jusqu'en 2019. J'ai été consultante à mon compte pendant presque 20 ans. Donc, j'ai pas quitté la question du lien. J'ai toujours été dans cette dynamique-là autour du lien, mais j'ai travaillé plutôt sur des structures en entreprise, à mon compte, là où ça allait pas très bien, sur la question à l'époque où c'était pas très sexy et pas d'actualité, la question des violences sexistes et sexuelles, qu'on peut retrouver aussi aujourd'hui dans les couples. Qui existe encore. Qui existe encore, qui est plus mis en lumière, qui est plus, avec MeToo qui est passé par là, ça a été un peu plus révélé, mais
voilà, ça m'a animée pendant un certain nombre d'années. Le harcèlement, le mal-être au travail, on va dire ça au sens large. Et puis, merde, j'ai perdu la question. Non, la question c'était simplement de se dire quelle serait la définition pour vous du thérapeute du lien. Voilà, thérapeute de lien, pour moi, c'est une croisée des chemins de plusieurs disciplines. Si on va voir un psychologue qui va être aussi thérapeute de couple, par exemple, il va plutôt avoir une tendance à regarder les conflits intrapsychiques, comment vous vivez votre enfance, etc. Moi, je fais un peu de ça, mais je suis docteur en sociologie et psychologie sociale, donc je vais aussi regarder comment le lien se structure. En fait, comment le problème n'est qu'un symptôme qui permet de garantir une stabilité du système. Refais-le-moi. Comment le problème est en fait un symptôme. Donc quand vous venez me voir avec un problème, 9,9 fois sur 10 n'est pas le vrai problème. C'est ça. Parce que c'est le mot stabilité qui m'a fait bugger. Parce que vous dites comment un problème peut-il devenir la stabilité du couple. C'est ça que vous dites. Comment un problème, en fait, est un symptôme. Et ce symptôme permet la stabilité. La stabilité. Voilà. Vous pouvez avoir des gens qui s'engueulent pendant 20 ans, et pour autant, ça maintient une sorte d'homéostasie, une sorte de stabilité dans le système. Et pourtant, ils viennent vous voir parce qu'ils sont épuisés. C'est extrêmement énergivore de tout le temps s'engueuler. Et bien, pour autant, ils vont venir. Vous pouvez avoir des gens qui viennent parce que ils ont, je sais pas moi, des valeurs communes avec des pratiques, par exemple, spirituelles, ou tout au moins des pratiques religieuses et ou spirituelles, et qui, pour autant, n'arrivent pas à réguler un quotidien au sein d'un couple, donc le cœur ouvert, voilà, toutes ces valeurs qui sont nobles et qui sont structurantes, mais qui, pour autant, n'arrivent pas à rentrer dans une façon d'être. Donc, ils vont parler de « on a des problèmes de communication, on ne se comprend pas ». Les problèmes de communication, c'est tout sauf quelque chose de clairement... c'est pas le problème. Voilà, c'est un symptôme. Comment identifier un problème de communication, alors ? Un vrai problème de communication dans le couple ? Parce que ça, c'est une phrase, c'est devenu presque... voilà, on est estampillé problème de communication. C'est un peu, comment dirais-je, le côté... c'est l'échappatoire qui permet de justifier un petit peu tout. On a un problème de communication. Mais vous dites que visiblement, dans les couples, c'est pas ça qui revient en premier. C'est pas ça la difficulté du couple. À de rares exceptions, la problématique de la communication n'est qu'un camouflet. Alors, on a des problèmes de communication parce que, par exemple, alors c'est souvent avec ça, on a des problèmes. Alors, comment ça se passe ? Comment vous savez, ou à quoi vous le voyez, que vous avez des problèmes de communication ? Parce qu'il ne parle jamais. Ou quand je lui demande quelque chose, c'est comme si ça l'ennuyait. Alors, je vais être un peu dans le stéréotype sur la question du genre, mais voilà, on va être plutôt dans une approche où monsieur est dans le faire et madame va être plutôt dans l'espace émotionnel. Pas de bol, parce que d'un point de vue sociologique, la métamorphose du couple, elle est éminemment dans une transformation, principalement en tout cas au sein du couple, avec des codes plutôt féminins. Aujourd'hui, le couple, c'est un espace... je garde en tête votre question sur c'est quoi le thérapeute de lien, mais c'est vraiment fondamental de comprendre ces métamorphoses du couple aujourd'hui. Avant, on avait j'ai envie de dire, des cadres sociaux qui déterminaient qu'est-ce que vous alliez faire comme métier, qui vous étiez du fait d'être un homme, qui j'étais, je me considère comme une femme, donc qui j'allais être ou comment j'allais me comporter en tant que femme, ce qui était open et pas open, ce qui était open pour vous et pas open pour vous en tant qu'homme. Aujourd'hui, l'Église, les parents, tout ça, tout ce qui est prescription de normes et de comportements normalisés. Tout ça a explosé. Tout ça a explosé. Et aujourd'hui, c'est plus la société qui va dire comment se comporter. On n'est plus finalement dans une société où on va de la transgression, c'est-à-dire on va pouvoir aller se fighter contre quelque chose. C'est une société qui demande à l'individu de s'autoporter et de s'autocréer.
Bon, alors où est-ce qu'on va pouvoir faire ce truc-là ? Ben, on est des êtres sociaux, donc on va essayer de faire ça en couple, par exemple. Alors le couple, évidemment, est porteur d'attentes colossales. Quand on regarde comment les couples se structurent au démarrage, pour en arriver à ne plus être en couple, ou en tout cas se détester, possiblement pour certains, ou ne plus pouvoir communiquer de ce qui est dit, les attentes étaient tellement implicites, mais lourdes. Il faut réparer. Le couple est un espace de réparation, pas pour moi, en tant que thérapeute du lien, et j'y viens. Le couple comme espace où c'est le seul endroit où on va pouvoir souffler. Alors ça, non, évidemment, on n'a rien compris, surtout quand c'est les couples hétérosexuels, évidemment, puisque ça vient percuter de plein fouet. Pourquoi ça vient percuter de plein fouet ? Parce qu'en fait, ce que les femmes, on va dire, ou ce que le féminin attend, c'est pareil pour les couples homosexuels, mais la question du genre, quand même, se matérialise d'autant plus dans les couples hétérosexuels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la structuration de l'identité, elle vient bien moins de l'extérieur que de sa propre intériorité. Il faut s'auto-porter, il faut s'auto-déterminer, il faut s'auto-structurer dans sa propre identité. Tu peux devenir qui tu veux. Oui, enfin, pour ça, il va falloir un peu s'arracher quand même d'un certain nombre de blessures, etc., etc., de cadres sociaux, cadres éducatifs, etc. Et là, quand l'homme arrive dans le couple, qui jusqu'alors était valorisé pour une performance, ne pleure pas trop, vas-y, sois dans l'action, sois fort, etc., jusque dans la sexualité, bien entendu. Quand il arrive dans le couple, lui, il a plutôt envie, monsieur, de façon encore une fois très, très caricaturale, mais c'est quand même ça la lame de fond, enfin un espace où on peut se poser. Pas un espace où on va activer sa subjectivation et travailler à devenir soi, à travailler à devenir, à avoir une identité ou à re-questionner sa propre identité d'homme. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Madame, elle veut ce que la société vend comme rêve à propos du couple, qui est soyons heureux. Mais le soyons heureux se fait depuis une façon d'avoir été constituée, ou en tout cas structurée en tant que femme, autour du care, autour du lien, autour de la parole, autour d'une capacité à activer une subjectivation dans une certaine mesure. C'est là où monsieur n'aura pas compris pourquoi il se fait autant tarabuster pour devoir parler, pour devoir dire ce qu'il ressent, pour éviter d'être dans quelque chose de caricatural à la fuite, on va dire ça comme ça, mais c'est pas uniquement masculin, mais c'est aussi un penchant masculin. C'est vrai. Et donc, par définition, en tant que thérapeute du couple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que monsieur, on va travailler autour de comment il va avoir des outils, parce que madame réclame ce que la société vend comme rêve autour du couple, sauf que monsieur, il veut bien. Mais il n'a pas les outils. Et les outils, ça va être effectivement rencontrer son propre émotionnel. Ça, c'est pas très agréable. Pour personne, mais d'autant plus pour monsieur qui a été dans une éducation beaucoup moins orientée dans cette traversée-là, on va dire. Et puis, donc lui, son enjeu, en tant qu'individu masculin, ça va être de travailler ou de traverser sa propre subjectivation. Il n'a pas d'autre choix, parce que soit le couple, c'est ce que j'appelle le couple conscient, va devenir soit un lieu d'initiation pour devenir conscient, soit un lieu d'effondrement. Un couple sur deux, on divorce. Donc monsieur, lui, son enjeu, ça va être de travailler ces codes féminins, on va dire ça comme ça, par lesquels, ou au-delà, à travers lesquels, madame va l'inviter, avec plus ou moins de... Comment dire ? De pédagogie. De pédagogie, on va dire ça comme ça, à traverser ça. Ouais. Et l'enjeu pour madame, ça va être, toujours pareil, dans une approche assez standardisée, je généralise à outrance volontairement,
Elle, ça va être, pour madame, ça va pas tant être de descendre, parce que les livres de développement personnel, qui c'est qui les lit ? 80% sont des femmes. Regardez qui passe dans vos émissions. 80% sont des femmes. Regardez qui viennent. Alors, pour le coup, c'est plutôt dans mon cabinet, mais c'est énormément de femmes, bien évidemment, qui sont beaucoup plus dans ces approches-là, de subjectivation, etc. Est-ce qu'elles viennent pour sauver leur couple, ou est-ce qu'elles viennent parce qu'elles veulent se sortir de cette situation-là ? En fait, elles viennent, la plupart du temps, elles viennent au moins pour 3 raisons. La première, c'est ce passage, donc chez les hommes, je disais, cette capacité à la subjectivation, à vraiment générer de la réflexivité et de la rencontre intérieure. Elles viennent moins pour ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de culture et d'accès via les réseaux sociaux, via un certain nombre d'émissions, de podcasts, etc. Ce pourquoi elles viennent, ça va être pour être moins dans la suradaptation. C'est ça l'enjeu pour une femme. Et un homme avec une subjectivité traversée et une femme avec une suradaptation requestionnée, et donc à une place un peu plus en tant qu'individu, ça peut faire un combo gagnant pour un couple conscient. Donc elles viennent parce qu'en général, elles sont dans la charge mentale. La charge mentale, et en même temps parce que y a une baisse du désir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en route de façon, enfin, par voie de conséquence. Et évidemment, via la sexualité, si une libido est plus en berne, il y a moins de sexualité. Et la sexualité, il n'y a pas de secret. C'est là où tout converge. C'est le terrain. C'est le terrain des plus grosses problématiques sur le couple, mais qui ne sont que révélatrices, en fait, de ce qui se passe un peu plus haut. On va dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la sexualité est sans doute le terrain le plus propice à la dualité, mais c'est en même temps, il y a toujours cette expression de la réconciliation sur l'oreiller. Donc c'est aussi une manière évidemment de se réconcilier, mais c'est aussi peut-être une manière d'apaiser certains conflits qu'il peut y avoir. Et c'est là où le rôle de la sexualité a un double rôle, quelque part. Apaiser. Non, vous ne croyez pas ? Mais je crois que vous avez compris ce que ça voulait dire, que le symptôme était le problème n'était pas le vrai problème, ça n'était qu'un symptôme qui permet de faire en sorte que le système, vous venez de le dire, que le système reste tel qu'il est, ou en tout cas qu'il puisse subsister qu'à un cas, mais quand même, c'est exactement ça. En quelques mots, quelle définition vous donneriez à un couple qui se dit « je me suis séparé » ou « je vais me séparer » parce que la communication ne passe pas, puisque ça n'est pas ça. Qu'est-ce qu'une communication qui ne passe pas ? Une communication qui ne passe pas, c'est symptomatique de quelque chose qui va être source de tension récurrente. Ah, c'est la répétition des choses qui fait que là, on peut considérer que c'est un problème de communication. J'ai envie de dire, moi, j'aime beaucoup parler de l'homme conscient, de la femme consciente et du couple conscient. Un couple conscient, un couple, on va dire, qui est en train d'être mis au travail, il ne dit pas « on n'est pas fait l'un pour l'autre parce qu'on a des problèmes de communication ». Il va dire « on a des problèmes qui nous dépassent et on a besoin d'avoir un regard extérieur, on a besoin d'être accompagné ». Une neutralité. Alors, c'est pas tant la neutralité, enfin la neutralité est importante, mais c'est pas tant la question de la neutralité que la question du point de vue. On n'est pas fait l'un pour l'autre. On a des problèmes qui nous dépassent. On va faire appel à quelqu'un. Et donc, on a décalé la problématique de l'autre qui est toxique, de l'autre qui est source de problèmes. Du reproche. Et donc, vous voyez bien que c'est plus un problème de communication à partir du moment où on prend ça. J'aime parler de rite initiatique. Si on prend ça comme une opportunité de changement, une opportunité de croissance, une opportunité d'éveil de conscience. Peut-être pas au sens spirituel, mais au sens d'éveil, au sens plein. On ne voit pas du tout la chose de la même façon. Le couple, pour moi, de mon point de vue, c'est un catalyseur et un révélateur de soi. Je me révèle à travers l'autre. Et de fait, si je suis en train de dire, Marc, si on est en couple, Marc, en fait, c'est parce que vous m'avez dit, je sais pas, vous m'avez dit bonjour et pas bonjour chérie. Vous voyez bien que c'est pas un problème de communication. C'est un reproche qui masque beaucoup d'autres choses, un besoin de considération que vous ne venez pas combler. Et là, ça pose question sur
la thérapie de couple, dans la question de la thérapie du lien, qu'est-ce que j'attends de vous ? Donc, en fait, j'attends de vous que vous me portiez, que vous répondiez à mes besoins, plus que de moi faire le travail sur mes propres besoins, liés à mes propres blessures, mes conditionnements sociaux, mes conditionnements éducatifs, etc. Dans la préparation de cette émission, évidemment, il y a une fiche de production et vous dites que les références, en particulier, vous parlez de Carlo et Carla, qu'on avait reçus, qui sont à l'initiative de la fameuse thérapie Imago. Et je leur avais dit, en fait, ils m'avaient dit, mais vous savez, un couple qui s'engueule, c'est un couple sain. Ouais. Et à partir du moment où vous vous engueulez, quelle que soit la polémique, quel que soit le fond de l'engueulade, c'est que ça révèle chez l'autre quelque chose qui vient le déranger et qui est donc en rapport avec ses fondamentaux, son éducation, ses engrammages, c'est ceci, c'est cela. Donc ça veut dire que ça n'est pas le sujet qui est un problème, c'est ce que le sujet révèle de vous. Exactement. Et qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous pour que ça vous mette dans cet état-là. Une fois que cette mécanique d'esprit-là est en place, mais on peut résoudre tous les problèmes de couple. Exact. C'est ça, en fait, la thérapie du lien. La thérapie du lien, personnellement, j'utilise, entre autres, la thérapie Imago, mais pas que. Bien sûr. De mon point de vue, on ne jardine pas avec un seul outil. Donc, dans ma boîte à outils, il y a plein d'autres outils. Mais c'est exactement ça. Vous parliez de la problématique, à quoi on sait qu'on a un problème de communication ou qu'on n'a pas un problème de communication, avec cette façon d'envisager l'autre. Parce qu'en général, bon, ok, je vais me séparer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Quand il y a des patterns comme ça qu'on identifie, bon, on peut longtemps se masquer et puis continuer à aller papillonner pour trouver l'homme ou la femme de sa vie. Ou alors, on a une deuxième approche. En général, c'est quand on avance en âge. Je répète les mêmes schémas, j'arrive pas à me fixer, j'ai un problème. On peut aussi se dire qu'on n'est pas fait pour l'amour. Moi, sur un certain nombre d'années, pendant un certain nombre d'années... J'y avais cru. Oui, j'ai cru que j'étais pas faite pour l'amour, bien entendu, parce que j'avais pas, de par mon histoire, j'ai un certain nombre de blessures qui ont fait que. Il a fallu beaucoup de résilience. Et c'est une façon, évidemment, de tenir cette narration. C'est une façon de tenir dans quelque chose où on voit bien que la répétition, ok, on la voit, mais pour autant, pour l'instant et en l'état, on ne peut pas agir dessus encore. Ouais, en tout cas, la dépasser. Est-ce qu'un couple qui ne s'engueule jamais est un couple qui a un problème de communication ? De mon point de vue, oui. Je me doutais de cette réponse. Le couple est vivant. Alors après... Donc ça sous-entend qu'un couple qui s'engueule régulièrement est un couple sain. C'est un couple sain. Par contre, il y a engueulade et engueulade. Okay. On parlait tout à l'heure des violences. On parlait des violences sexistes et sexuelles, mais des violences à l'intérieur du couple, des violences verbales, c'est contre-productif du coup. Non, évidemment. Non, là, je parle simplement de désaccord de point de vue. Voilà. C'est ça, une engueulade sur un désaccord de point de vue. Voilà. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas d'insultes, non, bien sûr que non. On n'est pas obligé d'avoir des envolées lyriques absolument. À 90 décibels. Peut-être que je suis un peu d'arrière-garde et d'une autre génération, mais je considère qu'un homme qui insulte sa femme, un homme qui frappe sa femme, il ne devrait même pas avoir le H d'homme. Voilà, c'est plus un sous-homme qu'autre chose. C'est mon point de vue. Là, on est dans autre chose. On n'est pas dans le couple conscient. On est dans quelque chose qui est interdit par la loi. Absolument, et qui est répréhensible. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand je parle d'engueulade, c'est de désaccord de point de vue. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est un petit début d'engueulade. Mais ça veut donc dire que s'il y a ça de temps en temps, ponctuellement, il n'y a pas péril. Tout va bien, le couple va bien. J'aime beaucoup déjà la façon dont vous dites de temps en temps. De temps en temps, mais oui. Mais pourquoi de temps en temps ? Ah bon, d'accord. Peut-être que je ne suis pas d'accord. Voilà, sur la table, vous avez mis des Rubik's Cube. Alors, soit je vous demande pourquoi vous avez mis des Rubik's Cube plutôt qu'autre chose, soit je peux vous dire je trouve que les couleurs qui ont été choisies, je sais pas, moi, me conviennent pas, puis que ça vous fasse un peu réagir. Et puis 3 minutes après, le téléphone céleste est là. Et pourquoi vous avez mis ce téléphone céleste ? Je trouve ça un peu troublant ou questionnant. Vous voyez, déjà, en 2 minutes, je viens de vous demander 2 choses qui possiblement peuvent vous activer. Donc,
il y a déjà cette façon de dire, vous voyez, vous avez dit de temps en temps. Mais non, pourquoi pas de temps en temps? Non, mais en même temps, Voilà. c'est hyper rassurant. Ça prouve que quand... moi, je connais des couples, je connais un couple en particulier, qui passe sa vie, ils sont d'accord sur rien. Et ça fait, je pense que ça doit faire plus de 60 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils sont ensemble. Et ils s'engueulent en permanence, et ils sont jamais d'accord, et ils s'envoient des pics en permanence, mais ils sont tellement attendrissants. Et donc c'est là où ça corrobore avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se prendre un peu le bec C'est ça. tout en étant un couple Ce qui va faire un couple équilibré. équilibré et structurant, j'ai pas dit l'autre qui répare l'un et vice-versa, Oui, absolument. qui est structurant, il y a au moins une condition, je dis au moins une, mais elle n'est pas unique, ça ne peut pas tenir s'il n'y a que celle-là, c'est la sécurité émotionnelle. S'il n'y a pas de sécurité émotionnelle, si par exemple chaque fois que, je sais pas, vous avez une blessure, je vous dis, vous n'avez pas, j'en ai marre, Marc, tu ne sors jamais la poubelle. Il y a quelque chose qui vient vous activer parce que vous trouvez que c'est insuffisant, ou en tout cas vous êtes incompétent, ça vient toucher quelque chose de précieux chez vous et qui est difficile. Je dis la poubelle, mais comme autre chose. Ouais, poubelle que je sors régulièrement. Partage des tâches. Il y a des endroits comme ça dans le couple où on sait que il y a des choses qui paraissent anodines pour l'un et qui sont vraiment source d'inconfort majeur pour l'autre. Je ne suis pas censée aller activer sans arrêt à cet endroit-là. J'invite quand même l'autre à aller le visiter dans un espace thérapeutique, parce que je ne suis pas censée non plus porter à la place d'eux, mais je ne suis pas censée tout le temps activer là où ça fâche et là où ça blesse. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la responsabilité. Je prends la responsabilité de ne pas blesser l'autre à la hauteur de ce qu'il est en train de me dire depuis 20 ans qu'on est ensemble. Si j'active toujours au même endroit, tu me racontes jamais, tu me dis jamais que tu m'aimes, etc. Je suis en souffrance parce que l'autre ne me le dit pas. Et en même temps, l'autre, s'il est en incapacité de le dire, pour X ou Y raison, parce que c'est de la pudeur, parce que c'est une forme de vulnérabilité dans le fait de le dire à l'autre, il y a tellement de raisons. Bien sûr. Mais il y a un mot qui résume ça, c'est le reproche. D'un côté comme de l'autre. C'est un poison terrible. Le reproche. Oui. Voilà. Celui qui reproche, ça révèle quelque chose chez cette personne qui passe son temps à reprocher. Et celui qui prend le reproche, qui encaisse le reproche, ça révèle quelque chose de chez lui sur peut-être une incapacité à, ou un sentiment d'infériorité, ou une frustration de quelque chose, etc., etc. Donc dans les deux cas, c'est le mot reproche qui est au centre de ces disputes. Et donc vous allez venir pour une question de communication dans le couple, parce que je suis tout le temps en train de vous reprocher quelque chose, etc. Alors qu'intrinsèquement, vous voyez bien que derrière ça, derrière le reproche, il y a un besoin que je n'arrive pas à nommer. Et vous, il y a un besoin autour du respect, de la pudeur, de je ne sais trop quoi, qui n'est pas nommé non plus. En fait, c'est ça, la thérapie du lien. Être thérapeute du lien, c'est faire en sorte que chacun des deux membres du couple, des deux membres du couple deviennent plus conscients de ses propres blessures d'attachement, de ses propres conditionnements, de ses propres programmes sociaux hérités en tant qu'homme ou femme. Exact. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que là, pour le coup, il ne faut pas faire une thérapie individuelle Il y a des pour aller moments... soigner respectivement ce qu'on a à régler? Exact. Tout ne peut pas se régler en individuel et tout ne peut pas se régler en couple. Oui. Vous pouvez très bien faire une thérapie individuelle, une psychothérapie, parce que vous n'arrivez pas à être en couple, vous n'arrivez pas à rester en couple, etc. Et puis, ça se passe bien avec la thérapeute, etc. Oui, mais enfin, a priori, tout va bien, ça y est, vous commencez à être guéri. Mais la problématique du lien ne peut se guérir que dans le lien. Bien sûr. Donc, à partir du moment où vous allez avec l'autre. Eh oui. Donc, vous pouvez penser que tout va bien vu que vous avez fait le travail. Bien sûr. Si l'autre ne le fait pas de son côté, exactement. Le conflit sera toujours là. Soit vous êtes célibataire et vous avez un problème dans le lien, vous travaillez le lien, mais vous ne pouvez savoir où vous en êtes que quand vous allez refaire couple.
évidemment. Soit vous êtes en couple et vous faites... Bon, dans l'immense majorité des cas, ce sont des dames qui viennent toutes seules. C'est mesdames qui viennent toutes seules pour porter le lien. C'est une autre... je disais tout à l'heure, être moins dans la suradaptation liée à la charge mentale, la peur de perdre l'autre. Souvent, la femme se suradapte. Elle est en sauveuse du couple. Elle est en sauveuse. C'est ce qu'on va appeler la mère du lien, très souvent. La maternité sur le lien. Elle va rassurer possiblement monsieur, sauf quand elle lui reproche. Ou alors elle joue le tout pour le tout. Ou alors elle joue pour le tout. Exactement. Le sexe est une monnaie d'échange, vous l'avez dit aussi. Exact. C'est une capacité... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du sexe, de la sexualité, et non pas forcément du sexe, mais le sexe peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, la thérapie de couple, il y a des moments où on ne peut pas accueillir le couple en thérapie de couple, parce que les problématiques individuelles qui se combinent ne sont pas suffisamment, j'ai envie de dire, décristallisées. Mais ça veut dire que dans votre approche, ceux et celles qui vous consultent, malgré, j'allais dire tous vos efforts, mais ce ne sont pas vos efforts, ce sont les suggestions que vous apportez au travers de votre expertise qui font que les efforts seront faits de l'autre côté. En tout cas, la prise de conscience sera faite de l'autre côté. Mais malgré ça, vous pouvez prendre conscience que ce couple n'est définitivement pas fait pour être ensemble? Votre question, je la trouve intéressante parce que c'est comme s'il y avait un pouvoir dans le thérapeute. Non, mais vous pouvez avoir une analyse, une conscience de la situation, en se disant, bon, lui, il est venu, d'abord il vient à reculons, parce que c'est madame qui a fait... Bon, mais ils sont là tous les deux, ok, dont acte. Ils vont chacun faire ce travail-là, et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure d'eux, etc., vous pouvez sentir. Vous dites quelque chose de fondamental, c'est l'engagement des deux. Bien sûr. Voilà. Ah non, mais bien sûr. À partir du moment où il y a un engagement des deux, le couple en tant que tel va avancer. Soit il va avancer pour refaire un autre couple, parce qu'en fait, quand ça va mal, le couple il est déjà plié, le lien est toujours là, mais le couple est déjà ancien, donc il faut en recréer un autre sur des nouvelles bases. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui reste dans les starting blocks... Mais ça n'est pas une thérapie de couple alors? La thérapie de couple, ne marchera pas, bien évidemment. Évidemment. Et ce que je disais là, il y a quelques secondes, c'est que le couple va possiblement, évidemment, ne pas avancer. Mais des fois, dans les thérapies de couple, on accompagne aussi des personnes volontaires, toutes les deux, pour avancer, soit pour créer un nouveau couple, soit pour se séparer, alors qu'à la base, il n'y avait pas une idée préconstruite de on vient vous voir pour une séparation. Une séparation se fait en conscience aussi dans ce cas-là. Et donc, c'est ça, vous leur faites prendre conscience, enfin, vous les aidez à prendre conscience de la nécessité de la séparation? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je suis là pour donner différentes grilles de lecture de ce qui se passe. Tiens, on peut voir ça. Oui, enfin, et en même temps, on peut voir ça. Oui, c'est ça. Mais vous leur donnez des éléments d'analyse. Qui leur permettent de réfléchir, d'analyser et d'en arriver au constat. Exactement. Que la séparation est inévitable. Quand madame dit, par exemple, ou monsieur, je ne supporte plus quand il ou elle s'approche de moi, son odeur me révulse. Oui, ça c'est quand même un élément... Oui, il y a quelque chose qui... C'est très archaïque l'odorat. Bien sûr, donc, bien sûr. Là, on est quand même proche de quelque chose qui s'appelle la fin du couple. Le rejet la fin définitif. Du couple, exactement. Le corps définitif. parle, moi je suis spécialisée aussi. Moi, dans mon approche, c'est ça qui est assez atypique aussi dans ce monde de la psychothérapie et de la thérapie de couple, de par ma propre histoire. Je travaille bien sûr sur la psyché, je travaille bien sûr sur les systèmes, donc le couple. Je travaille aussi beaucoup avec le corps. Le corps, c'est notre plus grande boussole. Quand on a un corps dans la sexualité notamment qui se ferme, alors que je suis en train de dire oui, et que j'ai le corps qui se ferme, le corps parle. Le corps parle. Donc travailler en tant que thérapeute du lien sans travailler sur la question du corps, comment il se situe, c'est impensable pour moi. Et puis, une autre de mes particularités en tant que thérapeute du lien aussi, c'est
le corps peut se fermer, bien sûr. Donc, on va travailler à la restauration avec des techniques psychocorporelles, jusqu'à des techniques autour des états élargis de conscience, comme la respiration holotropique notamment, ou le rebirth. Ou le breathwork. Je crois que vous faites du breathwork. Breathwork, oui. J'en fais deux. En fait, le breathwork, ce sont des techniques de respiration. Il y en a plein, et j'aime beaucoup les états de transe assez profonds, comme la respiration holotropique, et les états de transe un peu moins profonds, comme... Et ça, ce sont des états qui permettent la libération du corps, proprement dit ? Qui chantent le mental. Ok. En fait, via la médecine du souffle, on est en train de pouvoir chanter, intantiner le mental. Et quand le mental est chanté, on peut enfin laisser place à ce que le corps a besoin de libérer. Donc ça, c'est important. Et puis, une autre approche qui est vraiment encore très atypique dans ce monde-là, c'est pour ça que c'est une approche intégrative, j'ai fait un break. On parlait de mes années de consulting jusqu'à la fin des années 2010. Avant le Covid, en fait, j'ai été naturopathe spécialisée en médecine fonctionnelle, orientée hormonologie, périménopause, ménopause et andropause. Donc, je suis spécialisée en hormonologie. Là aussi, il y a un sujet psychologique, et plus même. Les états, quand on parle de préménopause et de ménopause chez les femmes, il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Exactement. Alors que certaines femmes ne sont même pas au courant de la préménopause. Exactement. Et donc, elles ont des états dépressifs. C'est ça. Et on va parfois même leur suggérer les bourrées de médicaments, alors que le problème n'est pas là. C'est hallucinant. C'est dans la pratique, hallucinant, jusqu'en 2023, j'ai été vraiment dans la naturopathie, 4 ans de cabinet à faire que de ça. Il y a un sujet là. Et c'est colossal, la façon dont le milieu médical aujourd'hui sont traités. Et évidemment que aujourd'hui, dans ma pratique, je réinjecte toute cette approche-là. Les problèmes érectiles, quand monsieur a du diabète à partir de 50 ans, on sait que ça ne va pas être une légende, mais il y a des belles choses encore à faire via justement à travers des analyses de sang très orientées, pas celles que les médecins font par remboursement de sécurité sociale, des choses ciblées. On peut restaurer la microcirculation pour qu'il y ait des érections de meilleure qualité. On peut aussi travailler beaucoup, et pas en voie locale, mais par voie orale, avec des très belles plantes, pour réactiver de la lubrification chez la femme. Il y a des très belles choses qui se font. Donc voilà, ça c'est une des particularités aussi de mon approche. De votre approche. Exactement. Alors revenons un peu sur parce qu'on a parlé tout à l'heure, et je vous ai posé la question de savoir si effectivement un couple qui s'engueule est un couple sain. Vous m'avez répondu oui, et à l'inverse. Donc ce couple qui ne s'engueule jamais, c'est un couple malsain, c'est un couple dysfonctionnel ? Disons que c'est un couple que j'inviterais. Mais enfin, s'ils ne s'engueulent pas, peut-être qu'ils ne viendront pas. Et oui, ils n'ont pas à faire la démarche, parce qu'ils s'imaginent qu'effectivement tout va bien. Disons qu'il est possible que tout aille bien jusqu'à ce que les enfants partent. Ça aussi. Disons qu'il est possible que tout aille bien jusqu'à ce que monsieur ou madame soit à la retraite. Oui, c'est vrai. Disons que quand chacun a des espaces bien délimités, bien structurés, avec une activité professionnelle, etc., tous ces espaces-là sont occupés d'une façon X par madame et d'une façon Y par monsieur. À partir du moment où ces espaces-là deviennent caducs ou sont brouillés par d'autres événements, il est fort possible que ça vienne re-questionner sur quoi est fondé le couple. Ça, c'est un questionnement pour répondre à votre question. Et puis, il y a aussi un autre questionnement où des gens qui sont des couples très fusionnels. Alors, le couple fusionnel, c'est l'inverse pour moi du couple conscient. Si je suis fusionnel avec mon partenaire, ça veut donc dire que mon partenaire est en train de venir, malgré lui, possiblement dans une réparation, voire même dans un sauvetage de quelque chose que je n'ai pas besoin de traverser. Mais du coup, quiz de ma propre responsabilité et quiz du chemin. Moi, je pense qu'on est sur Terre pour vivre quelque chose qui est
qui est de l'ordre de la rencontre avec soi pour mieux se rencontrer avec l'autre. Et l'amour est le premier support. Voilà, ce serait ma définition. Mais le couple fusionnel, aucun couple fusionnel ne se pose les questions que vous vous posez là. Hein. C'est ça, et ils ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le bien droit. Bien sûr, tout le monde a le droit de tout, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que, au contraire, on est dans notre société assez admiratif des couples fusionnels. La première chose qu'on se dit, oh, c'est beau. Ils s'aiment tellement, ils sont tellement fusionnels, c'est magnifique. C'est ça. On devrait peut-être pas le voir sous cet angle-là, alors, d'après vous. Disons que là, on parle du modèle de l'amour romantique, celui où, paf, on se rencontre. Qui dure 3 ans, paraît-il, non ? Alors, non, l'amour romantique ne dure pas 3 ans. Hein. Il y a plusieurs phases. Ah. Ça comme peut les même 3 durer... ans, les 7 ans, c'est encore vrai autre chose. Ça ou pas hein? C'est vrai, parce qu'en général, c'est scandé avec des épisodes de vie où il y a l'arrivée des enfants, on est des seuls. Mais sur la question des 3 ans, c'est les neurosciences qui le disent. Mais à le couple, la lune de miel, pour le dire comme ça, ne dure pas 3 ans. Il y a 4 phases dans un couple. La première, c'est la lune de miel. Elle peut durer 1 semaine. Hein. La deuxième, c'est quand on est dans la désillusion. Ah, j'ai vu que... Il faisait ça, elle faisait vous ça. Vous n'avez pas, je sais pas, nettoyer le lavabo avec les cheveux, le dentifrice, le machin. La première semaine, oh, c'est trop mignon. Enfin, c'est pas trop mignon, mais on le voit pas trop. Bon. Après, on commence à voir. La troisième phase, ça va être la lutte de pouvoir. Là, c'est Marc, je t'ai dit que ça allait pas le faire. Tu laves ton lavabo, je suis pas ta boniche, etc. Donc c'est la phase de reproche. Vous voyez bien que c'est pas un problème de communication là non plus. Totalement, ouais. Et puis la 4e phase, c'est là en général où on va peut-être commencer à envisager quelque chose de sérieux. Et en général, la plupart des couples s'arrêtent à la phase 3, l'enjeu de pouvoir. Il est invivable, elle est invivable. Bon, bref. La phase 4, ça va être qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et là, on peut commencer possiblement à faire un enfant. Et est-ce que le couple puisse tenir au moins 3 ans pour assurer la subsistance de l'enfant ? Bon, à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Enfin, en tout cas, n'avaient pas un emploi rémunéré. Il y a tout un contexte. Après, il y a autre chose, une autre dimension, c'est faire un enfant en pensant que cet enfant va sauver notre couple. Le mythe du couple ? On parle souvent de polyamour en ce moment comme une façon d'échapper au couple traditionnel. Bon, aujourd'hui, il y a 1001 façons de faire couple. Les couples, par exemple, les seniors qui divorcent, le divorce gris, qui vont vivre séparément tout en étant monogames. Il y a 1001 façons, c'est protéiforme. Dans le polyamour, il va y avoir quelque chose qui est un peu biaisé, je trouve, dans ces aspects. Je défends aucun modèle, mais dans le polyamour, il y a quelque chose de majeur, c'est l'objectivation de tout, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très, dès le démarrage, objectivé. La santé, les finances, mais le modèle du couple, bien sûr, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, mais il y a quelque chose en tout cas qui est dit. Alors que dans un couple plus traditionnel, eh bien, on se met ensemble, et puis ça marche. Et puis, voilà, on va voir plus tard, quoi. Oui, mais ça marche pas, ça. On sait que ce modèle ne marche pas, puisqu'il y a un couple sur 2 qui finit par divorcer. Et donc, en fait, on revient sur la question du couple conscient, qui est constitué par principalement de la compétence, notamment au niveau de la compétence émotionnelle, de la compétence autour de la structuration du lien. La plupart des couples ne se séparent pas par manque d'amour, mais par incompréhension de ce que l'amour vient activer, enfin en tout cas, de ce que le lien vient activer chez soi et chez l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec... on entend souvent ça, et moi je suis assez subjugué par ça, parce que ça ne fait pas partie de mon logiciel, peut-être une carte mère qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, qui consiste à dire on se sépare mais on s'aime. Oui. Ça, c'est un truc... Alors, je trouve ça très beau, et en même temps, je me dis, mais dans ma logique, dans mon bug, c'est de se dire, mais si vous vous aimez, où est le problème ?
comment peut-on s'aimer autant et pour autant dire on se sépare parce qu'il y a une incompatibilité. Mais s'il y a incompatibilité, il ne peut pas nécessairement y avoir d'amour. Ou alors je me trompe. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est une croyance, je crois. Justement, on parlait d'amitié tout à l'heure. Oui. Il y a mille et une formes d'amour. Vous n'allez pas remettre une pièce dans le jukebox pas du tout, sur la fameuse amitié homme-femme où je m'étais très très longuement expliqué là-dessus, auquel je ne croyais pas. Non, je veux pas de polémique. Non. Par contre, il y a mille et une formes d'amour. Quand j'aime ma fille, je l'aime pas de la même façon que quand j'aime... Non, mais là, on parle du couple. Donc, dans le couple, c'est pareil. On peut très bien... L'amour au sens où on sublime quelque chose, c'est tellement sublimé qu'on n'a pas besoin de sexualité. Il y a des couples qui s'aiment profondément et qui n'ont pas de sexualité. Mais on ne parle pas de séparation, là, pour le coup. Moi, je vous parlais de la séparation. C'est-à-dire ceux qui s'aiment, mais qui Mais ça veut dire que déjà, on s'aime de quoi? Sur quoi l'amour repose? Voilà, sur des centres d'intérêt, sur des convictions, sur une vision de la vie, sur une vision de la famille. Alors, il n'y a pas beaucoup de chances que ce couple-là se sépare. Ah, justement. se sépare, ok. Y a pas... Si on s'aime, mais qu'on se sépare alors qu'on s'aime, c'est qu'il n'y a pas tout un tas d'endroits de convergence. Mais on est bien d'accord, donc le mot « aimer » n'est pas bon. On peut se séparer, par exemple, parce que... on peut s'apprécier, on peut avoir du respect l'un pour l'autre. On peut s'aimer énormément parce qu'à un moment donné, il y a une sexualité qui n'est plus convergente. On peut s'aimer et s'adorer, mais pour autant, dans une famille recomposée, ne plus pouvoir y vivre. Alors ça veut dire que... Oui, bien sûr. Mais alors ça veut dire que dans ce cas-là, il y en a un qui souffre plus que l'autre. En général, on ne se sépare pas, Marc, vous le savez très bien, on ne se sépare pas de gaieté et de cœur. Oui, c'est qu'il y en a un qui est, à un moment donné, dans une disjonction. Bien sûr. Oui, c'est ça. On est dans une dissymétrie à un endroit particulier. Bien sûr. Mais voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de on s'aime mais on se sépare, ça a toujours été un truc qui me... Voilà. Et c'est comme les gens qui disent, mais vous savez, si vous détestez quelqu'un, c'est une forme d'amour. Il paraît que, en tout cas c'est ce qu'on dit, que l'inverse de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. Bon nombre de couples s'aiment depuis la peur et depuis la survie, depuis la peur de perdre l'autre, depuis les blessures, c'est toujours pareil, depuis les conditionnements. Et ça, c'est un dysfonctionnement dans le couple. C'est-à-dire que c'est pas un couple qui est structuré sur des bases solides. Si vous avez... disons que entre le moment où vous mettez en couple à 30 ans. Pour X et Y raisons, on le sait aujourd'hui, en moyenne, on change 4 fois de travail pour les générations de plus de 50 ans, et pour les jeunes aujourd'hui, ils vont changer, je crois, 9 ou 12 fois de profession. En changeant de profession, vous vous formez. En changeant de profession et avec l'aide des formations, vous rencontrez aussi d'autres personnes qui correspondent au chemin de votre propre évolution. Si vous n'évoluez pas de la même façon l'un et l'autre, il y a des chances quand même que les routes se séparent un petit peu. Donc, il y a des chances que si vous aimez depuis... Donc c'est ce qu'on appelle le mythe du couple. Si le mythe du couple repose sur le fait que chacun des deux vienne colmater, cacher, empêcher, ou en tout cas momentanément réparer des blessures, si c'est pour réparer, si c'est fait juste pour que l'autre serve de réparateur et de sauveur, il y a des chances que ça ne tienne pas. Et c'est pas un manque d'amour, c'est juste qu'à la base, c'était quelque chose qui était possiblement pas depuis soi, c'était depuis la peur. Ça ne veut pas dire que le couple ne durera pas toute une vie, mais ça veut dire quand même que les deux ont vraiment besoin d'évoluer, s'il y a évolution, à peu près de la même façon, sinon ça va en tout cas, on comprend bien la complexité qu'il peut y avoir dans le couple. C'est évidemment pas toujours simple. Il y a aussi... Il y en a 3. Il y a 2 partenaires,
et le couple. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que parfois, il est nécessaire de se faire aider. Et quand vous le disiez, la majeure partie de votre clientèle est une clientèle féminine, ça prouve bien que les gars, on a quand même de temps en temps une petite prise de conscience à avoir, quoi, et de se dire qu'on peut aussi faire la démarche d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, pour essayer de restructurer les choses, et puis peut-être, in fine, pour se rendre compte que c'est peut-être pas la vie de couple qu'il nous faut. Ouais, on peut avoir ce constat-là aussi. Hein, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et en même temps, c'est intéressant cette réflexion, Marc, que vous faites. Nous, les gars. Eh oui. Si je pars du postulat que 80% des démarches qui sont faites pour faire des thérapies de couple sont à l'initiative des femmes. Donc c'est pour ça que je dis les gars, quand même. Voilà. Disons que si je le passe un peu plus en psychologie sociale ou en sociologie, il y a vraiment ce carrefour, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes ont envie d'adhérer à le couple comme un sanctuaire, mais c'est un leurre, parce que le couple n'est pas un sanctuaire. Le couple va venir taper, évidemment, dans tout ce qui est de l'ordre de la blessure. C'est un chemin de conscience pour moi, le couple. Et si on ne le fait pas, eh bien ça reste quelque chose qui va advenir presque de façon prédictive comme un échec, ou en tout cas comme un effondrement. C'est assez binaire, hein, le truc. Soit vous le vivez, c'est émancipateur et c'est initiatique, soit au contraire, c'est source d'effondrement. Mais c'est pas inhérent que aux gars. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont envie d'adhérer à ce projet du couple autour de l'amour comme étant quelque chose de beau, et moi aussi j'y ai droit, et ça va... parce que le taf, c'est pas marrant, la vie est pas marrante, le vivant est en train de mourir, bref, c'est pas marrant, donc l'amour, quoi. Donc ça met une espèce d'injonction, sauf que les femmes ayant eu, elles, accès à tous ces codes implicites du féminin, du lien, etc., c'est comme si elles avaient une longueur d'avance. Alors que vous, messieurs, effectivement, c'est pas un problème d'incompétence, c'est un problème de transition culturelle, parce que pour l'instant, vous adhérez à un truc, mais vous n'avez pas les outils. On y vient. Exactement. On est là pour ça. Votre émission. On est là pour ça. Exact. Il y a plein d'hommes qui nous regardent et qui commentent. Il y a plein d'hommes, exactement. Disent, voilà. Exactement. Céline, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de l'accompagnement que vous préconisez? D'abord, vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. En couple? En couple. Parfait. Avec lequel vous travaillez? Avec lequel je travaille, à la fois sur des ateliers que je propose. Vous vous engueulez? On s'engueule. D'accord. Bien sûr. Nous avons nos propres fragilités respectives. D'accord. Il y a des moments, mais mon Dieu, qui m'agacent. Et je le dis souvent en consulte. C'est réciproque. Et c'est réciproque. Il doit dire la même chose. Il ne le témoigne pas de la même façon. D'accord, ok. Il le témoigne de façon plus feutrée, presque stéréotypée comme un homme. Mais c'est ça qui fait aussi que le couple vaut la peine d'être vécu. Bien sûr. Et aujourd'hui, on propose des séances de thérapie de couple en couple thérapeutique, parce que l'équilibre yin-yang, l'équilibre des polarités, parce que je reste une femme, donc même si je suis formée, etc., bien sûr. J'ai un prisme féminin. Bien sûr. Et donc c'est très intéressant d'avoir un couple, alors on fait quasiment que des couples hétérosexuels, donc d'avoir un couple en face, et que ce couple en face est aussi un couple de thérapeutes. Mais ça c'est vachement bien, parce que du coup j'imagine que justement les hommes qui viennent en couple et qui viennent consulter un thérapeute, il doit y avoir la réflexion à l'issue des séances en disant mais c'est normal qu'elle ait dit ça, c'est une femme, donc elle prendra toujours ton parti. C'est logique que l'homme dise ça, quelque part. Il y a une sorte d'instinct de survie qui fait que... Il y a un instinct de survie. L'instinct de survie qui va dire non, mais attends, c'est normal, ça c'est encore... du girls power, de la sororité, de tout ce qu'on veut, sororité, etc. Alors, je vous arrête, Marc, quand même, parce que, au regard de ce que je vous ai dit précédemment, l'idée est là, c'est de dire, non pas à quel point monsieur est incompétent et qu'il faut qu'il monte en compétence, etc., c'est de mettre vraiment l'éclairage sur, c'est pas un problème de vous, monsieur. Bien sûr, c'était une caricature gentille. C'était une caricature. C'est important de le spécifier. C'est important de le dire. Alors, on peut peut-être répondre à cette question, parce que c'est le titre que vous avez choisi. On a rajouté évidemment le point d'interrogation. Couple, un lieu de crise? Oui? Non? Oui?
c'est un lieu de crise à la fois individuel, à la fois dans le binôme, et puis c'est le reflet évidemment de la crise qui est beaucoup plus à l'état sociétal, parce que tout est à inventer. Et tant qu'on n'a pas de modèle alternatif ou de modèle fort, prescriptif, et je ne pense pas que l'on en aura, puisque ce n'est pas du tout dans le mouvement sociétal de ces 30 prochaines années, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Tout est à créer. On a donc tout à traverser, j'ai envie de dire. Merci traverser, beaucoup. Créer et co-créer pour le coup. Exactement. Merci Céline, merci infiniment. C'était passionnant de vous écouter. Vous allez évidemment commenter toutes ces bonnes paroles, et puis on va vous mettre les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Céline et Alexis. Voilà, Céline et Alexis, qui sauront vous accueillir en présentiel ou en visio. On peut faire les deux, mon capitaine. Très bien, parfait, bien vu. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de partager cette émission, j'en suis convaincu, le site internet et toutes les références pour contacter Céline et Alexis. Merci infiniment. Et vive l'amour. Oh, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai, évidemment. On y revient toujours, c'est le maître mot. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt, merci.